les forêts y contribuent. Nous, avec les études que nous avons, on part du principe que les forêts jeunes, c'est là où on n'est pas forcément d'accord, mais pour nous, les forêts jeunes stockent plus de carbone que les forêts à l'équilibre. Mais on reconnaît l'utilisation du bois à la place d'autres matériaux. Donc la forêt capte le carbone. Ensuite, en fonction des utilisations du bois qu'on en fera, on va le stocker. On le stockera sous forme, certainement pas de bois énergie, mais sous forme de meubles, de poutres, de bois dans la construction, mais pas du bois jetable. Et ensuite, il y a la substitution d'utiliser le bois plutôt que d'autres énergies fossiles, soit dans des matériaux combinés, le bois béton ou autre, plutôt que d'utiliser des produits fossiles. Par contre, la très grosse inconnue, c'est exact, c'est la quantité de carbone qu'il y a dans le sol. Et là, à ce niveau-là, au niveau des recherches scientifiques, on est un peu dans le vague. C'est une discipline qui n'est pas très ancienne. Moi, quand j'étais étudiant, on m'avait proposé un stage, c'était de savoir quelle était la quantité de matière sèche, donc de carbone, dans le sol. Puis finalement, on m'a fait faire un autre stage. Et ça, il y a 20 ans. Et autant dire que c'est à l'échelle de la recherche, c'est très très jeune. On va passer à la troisième partie, on aura un dernier moment d'échange et de questions à la fin avec le public. On va parler d'identité de territoire notamment, puisqu'elle elle fait partie de l'identité de notre territoire, la forêt. Elle le rend attractif, elle nous rend des services, elle nous apprend plein de choses. Est-ce que l'aspect économique qui regroupe le tourisme, la filière bois, les ressources qu'on a évoquées avant, il peut être au service justement de sa préservation dans l'avenir? Est-ce qu'on peut se servir de tout ça pour l'aider dans le futur? J'en suis pas sûr. Parce que la partie économique, ça veut dire rendre rentable une forêt aujourd'hui. Si on parle des peuplements emblématiques du Périgord, comme le châtaignier par exemple, le châtaignier, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a quand même un programme d'éradication sur 52 000 hectares en Dordogne. C'est-à-dire 40% des châtaigniers sont condamnés à finir en plaquettes pour le bois énergie. C'est quand même des chiffres qui ont été annoncés officiellement. Moi j'ai beaucoup travaillé quand j'étais en activité sur le secteur de la forêt barade. J'espère que Jacou ne reviendra jamais, parce qu'il va être fou. Le château de l'Herme aujourd'hui, c'est un bel ensemble qui est en plein milieu d'un massif de plus de 150 hectares ou 200 hectares de pins. La forêt barade est en train de s'enrésiner de façon magistrale, mais alors partout, sur des pentes de 15-20%, on plante dans le sens des pentes, sans tenir compte de l'érosion des sols, des pluies, ni rien du tout, et on fait. Donc moi je pense, et on en a discuté pendant longtemps quand on a rencontré le président du conseil départemental, il est quand même bien conscient qu'à un moment donné, il va falloir arrêter ce système, parce qu'il a dit on est quand même un des départements les plus touristiques de France. Il a dit, c'est vrai qu'à un moment donné, il va peut-être falloir se poser la question de savoir combien de temps on va continuer à enrésiner et changer la topographie de notre secteur. Alors, juste un bémol, alors on dit entre 35 50 000, selon qui dit les chiffres, entre 35 000 50 000 hectares de châtaigniers dépérissants. L'objectif n'est pas de les transformer tous en pins maritimes. C'est là où le sol ne permet plus de faire, le sol est trop juste pour faire autre chose, et éventuellement transformer avec une autre essence, par exemple le pin maritime. Si le sol est bon, pourquoi pas du chêne pédonculé, du chêne sessile. Mais l'objectif n'est pas de transformer complètement. Si on a des châtaigniers qui sont en station, qui dépérissent juste parce que c'est la sylviculture qui fait que les essences, on a des vieux enracinements, des jeunes tiges sur des vieux enracinements qui ne permettent pas de maintenir des tiges des arbres en bon état sanitaire, mais que les conditions stationnelles le permettent, c'est d'essayer de repartir sur la régénération naturelle ou une solution intermédiaire de l'enrichissement. C'est ce qu'on voit, l'enrichissement, c'est quand vous voyez le taillis de châtaignier ou un taillis de charme avec des réserves de chêne ou de pin maritime, c'est le paysage traditionnel qu'on voit par-ci par-là en Dordogne. Donc ça, c'est plusieurs itinéraires qui existent, plusieurs possibilités qui s'offrent aux propriétaires en fonction du sol et des conditions dans lesquelles on est. C'est pas forcément de la transformation bête et méchante de tous les hectares de peuplement de châtaigniers dépérissants. David Seto. Ça serait la facilité. C'est important de souligner effectivement qu'il y a un gros problème sur les taillis de châtaigniers en Dordogne. Donc le problème, en fait, il vient
dépérissement du châtaignier qu'on connaît en Dordogne, et donc des voies qu'on a ensuite pour modifier cette culture ou cette forêt-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour moi, c'est la vraie question de fond. On a, je crois, 80 000 hectares qui ont été identifiés de taillis de châtaigniers en Dordogne. Et sur ces 80 000 hectares, je pense qu'il y en a effectivement peut-être 50 000, je ne sais pas tous les chiffres, parce que moi, la forêt, finalement, le contexte départemental m'intéresse peu. Hein, je me fixe juste sur les forêts publiques. Mais enfin bon, sur les 80 000, on va qualifier qu'il y a à peu près 50 000 hectares qui sont dépérissants. Donc c'est comment on peut traiter ces 50 000 hectares dépérissants. Donc il y a une voie qui est effectivement celle de la coupe et du reboisement. Alors ensuite, dans le choix des essences, c'est encore plus vaste. Mais c'est une vraie problématique. Alors de dire que voilà, on remplace du taillis de châtaignier, alors c'est vrai, mais il faut rajouter taillis de châtaignier dépérissant. Parce que le problème, il n'est pas sur le taillis de châtaignier, il est sur le dépérissement du châtaignier. Le châtaignier en Dordogne moi, sur mes forêts, on a du taillis de... Ouais, sur 1% du territoire. Le taillis de châtaignier, je pense qu'il est plus important que 1% du territoire. Moi, je peux amener quiconque le désire dans la salle, les amener voir un taillis, où je me mets au défi de me trouver plus de 30% de taillis dépérissants dans un peuplement. Et ils sont systématiquement compris en taillis dépérissants. La question que je pose aujourd'hui, c'est qui effectue le contrôle? Il n'y a pas de contrôle aujourd'hui sur ces taillis-là. Si, vos collègues de la DDT quand même. C'est vos collègues. Oui, très aléatoirement, oui. C'est leur mission. C'est leur essence. C'est leur mission. C'est leur mission. C'est-à-dire que quand on définit un peuplement éligible, c'est le caractère d'éligibilité, donc c'est taillis dépérissement. Donc c'est validé par les services de l'État. Ce que je veux dire pour les plans de relance, sur les aides du département, c'est le technicien du département qui vérifie l'éligibilité, qui passe tous les jours. On est d'accord, mais moi je veux bien entendre tout ça et je suis tout à fait d'accord avec vous. Quand j'entends dire on peut faire d'enrichissement, moi je vous demande simplement, oui, c'est une demande qu'on vous fait. Amener SOS Forêt Dordogne sur un endroit où vous avez fait d'enrichissement. Tout sur le Dordogne. Vous allez trouver des problèmes dans Dordogne, vous nous en montrez. Parce que franchement. Non, sur le sud Dordogne, on a même un circuit école qui est en place depuis. Un circuit école, oui. Mais non, mais c'est juste pour montrer ce qu'on fait en fonction, ce qu'on propose aux propriétaires en fonction de l'état sanitaire du châtaignier depuis les peuplements complètement foutus sur des terrains qui ne le permettent plus de garder du châtaignier, aux itinéraires de régénération naturelle et d'enrichissement. On les a, ça fait plus de 20 ans, les enrichissements, ça fait plus de 40 ans, puisque mon prédécesseur les a initiés, les a mis en place pendant 20 ans. Le successeur qui est mon prédécesseur qui était devenu ingénieur, celui qui l'a remplacé en tant que technicien sur le sud Dordogne, a même amélioré la technique. Et il continue, là on vient de faire les éclaircies dans les premiers enrichissements qui ont 20-25 ans. Et aujourd'hui, dans le Massif des Landes, nos collègues viennent nous chercher pour voir comment, dans le Massif des Landes de Gascogne, on pourrait introduire cette technique de l'enrichissement pour ne pas justement assister à ce qui s'est passé avec le plan de relance, faire sauter les taillis de chêne tausin qui restaient dans les coins pour mettre du pain maritime. Effectivement. Donc, la technique de l'enrichissement, en Dordogne, on fait partie des pionniers. C'est pas un itinéraire qui est pratiqué ailleurs en France. Et même on nous reproche, il est régulièrement reproché à notre collègue du Sud de bricoler avec ces enrichissements. Pardon, justement sur ces enrichissements, on est d'accord qu'il n'y a pas que le pain maritime qui est adapté à ce type de station. Non, en fait, il faut, quoi qu'il arrive, des essences de lumière qui à forte croissance dans le jeune âge, pour pouvoir concurrencer la compétition vers la lumière par rapport au taillis de châtaignier. Donc on a, selon les terrains, on a des essais avec du chêne pédonculé, on a des essences, il y a des essais avec le chêne rouge, il y a des essais, mais la grande majorité, c'est effectivement le pain maritime, et après c'est le chêne pédonculé, chêne Cécile. Je comprends pas, vous me dites qu'on mettait du chêne rouge dans les taillis dépérissants. Vous avez dit tout à l'heure qu'il fallait... Si c'est du chancre, ou si c'est parce que... ou si c'est pas une question d'encre. La mortalité du châtaignier, on a l'encre, oui. On a le chancre, on a le sinif depuis quelques temps qui nous cause de soucis en fructification. Il y a les deux, et il y a une troisième critère, c'est l'ancienne sylviculture, où on a fait des coupes sans penser à régénérer l'ensouchement.
Et on a des très vieilles souches qui ont 120, 130 ans, je ne vais pas trop faire le truc. Et on a des tiges de 20, 30 ans, voire même 5 ans, qui sont cramées parce que les souches sont très anciennes et n'ont plus de la résilience pour répondre aux coups de boutoir que supporte le châtaignier avec nos problèmes climatiques. Une dernière question avant de passer à l'échange avec le public. On a parlé de tourisme, la Dordogne est très touristique, on le sait. Est-ce qu'on ne peut pas se servir de ça, justement, on peut parler de pédagogie, de sensibilisation, pour assurer l'avenir de la forêt, profiter de cet aspect touristique pour assurer son avenir? Alors, il y a sur le sud d'Ordogne, la communauté de communes Vallée-Vézère, les communautés de communes sont en train de rédiger leur PCAET, Plan Climat, Air, Énergie, Territoire. C'est un diagnostic et des actions pour un diagnostic et un programme d'action pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre qu'ils constatent, qu'ils ont diagnostiquées sur leur territoire. La communauté de communes était intéressée par la compensation carbone, mais ils ne voyaient pas d'entreprises locales ou même des collectivités susceptibles de compenser sur le territoire périgourdin. Ils se sont dit, on va aller frapper à la porte de la CCI à Bordeaux, voir avec notre attractivité touristique sur la vallée de l'Homme, Vallée-Vézère, si des entreprises ne seraient pas intéressées pour compenser, parce qu'ils subissent une forte mortalité du taillis de châtaignier, et eux, vis-à-vis du tourisme, ils ont des surfaces de taillis de châtaignier mortes sur pied, qui trouvent un peu rédhibitoires. Donc, ou en tout cas pas très accueillant pour les touristes, et avec un risque incendie qui n'est quand même pas, négligeable non plus. Donc ils se sont dit, on va aller frapper à la porte des CCI, des chambres de commerce d'industrie de Bordeaux Métropole, voir dans d'autres secteurs et essayer de bénéficier de l'attractivité touristique du secteur et faire la promotion en même temps de la forêt et pour l'entreprise qui aurait compensé. Alors c'en est qu'à la rédaction, on n'a pas encore de choses concrètes réalisées, mais voilà un exemple où on pourrait composer avec les deux. D'autres avis, d'autres points de vue là-dessus, Jean-Claude Douard? Oui, c'est une communauté de communes que je connais bien, j'y ai travaillé pendant très longtemps. Et d'ailleurs, c'est une communauté de communes, on a le plus de remontées en ce moment au niveau des Coupras, Tursac, Flanlac, Florac, etc. Ces endroits, en ce moment, il y a des têtes d'abatteuses partout et où les gens se demandent ce qui se passe. Donc il y a quand même un effet contradictoire entre ces deux. Enfin, je ne dis pas que c'est de votre fait, mais il ne faut pas non plus se servir de ce texte-là pour faire du tourisme, etc. Sur certains secteurs, pour après... Je dis, en ce moment, il y a tout un tas de secteurs sur Tursac, Flanlac, Florac, etc. C'est une catastrophe monumentale. Et il n'y a pas que le taillis de châtaignier mort qui s'en va, il y a les taillis de chêne, il y a les futaies de chêne, il y a tout qui est parti en ce moment. Donc, on a des remontées quasiment tous les jours de gens qui nous envoient des dizaines de photos en disant, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, moi, je veux bien qu'un élu fasse état de côté très vertueux en disant, c'est bon au tourisme, effectivement, les ZESI, c'est bon pour le tourisme, on le sait. Mais si c'est pour condamner toutes les communes à côté des ZESI, je veux dire, je vois pas trop l'intérêt non plus, quoi. Parce que les ZESI sont suffisamment protégés avec les bâtiments de France pour qu'il n'y s'y passe rien de toute façon. On va passer aux questions avec le public. On attend que le micro circule. On va amener le micro par ici. S'il vous plaît, quand vous avez le micro, vous pouvez parler pour qu'on puisse bien tous s'entendre. Merci beaucoup. Madame. Bonjour, moi je me pose des questions par rapport aux coopératives forestières présentes sur notre territoire parce que je ne comprends pas, et là je m'adresse au monsieur du CNPF, comment le vice-président de la coopérative Alliance Coopérative Privée, qui est aussi président du syndicat des sylviculteurs de Dordogne, puisse être en même temps vice-président du CNPF, organisme public. Est-ce qu'il n'y a pas conflit d'intérêts? Joker? Alors, Non, mais à une époque, il était président de l'interprofession aussi. Quand je vous dis que parfois on nous reproche certaines choses, quand je disais on reproche dans le sud de bricoler avec nos enrichissements, mais au CERPEF, on a la chance d'avoir un métier où on a une très grande liberté d'action. Nous, CERPEF, on est la mouche du coche. Donc, nous, on n'a rien à vendre, on n'a rien à acheter, rien à vendre.
Donc nous, on est... tout le monde doit pouvoir bosser en forêt. Ça nous est reproché, hein. On aimerait bien, certains aimeraient bien que le CERPEF disparaisse complètement. Là, aujourd'hui, c'est plus trop le cas, puisqu'on est le CERPEF est la seule caution forestière, a priori, parce qu'à une époque, on parlait de nous fusionner avec les chambres d'agriculture ou avec l'ONF, donc nous faire disparaître des cadres. Là, aujourd'hui, avec les grands incendies et puis les grands dépérissements qu'on a sur le nord de la France, le gouvernement s'est rappelé, enfin, les cabinets ministériels se sont rappelés que le CERPEF existait et que finalement, pour la forêt privée, c'était une bonne caution. Donc aujourd'hui, on ne parle plus de nous fusionner. Plutôt une bonne nouvelle pour nous. Et on garde une très grande liberté d'action, autant vis-à-vis même de notre direction centrale à Paris que vis-à-vis de nos administrateurs. Ça ne nous empêche pas de prendre des coups de temps en temps. Mais bon. Une des questions là-haut. Oui, monsieur. Je vais contredire Vincent Coquillas. Au niveau du stockage du carbone, vous auriez pu dire bien d'autres choses en somme. Il y a une étude qui est sortie en janvier 2023, publiée dans la revue Nature, qui dit exactement le contraire de ce que vous avez affirmé. C'est-à-dire que plus un arbre est mieux, et plus il stocke de carbone. Voilà. Donc il y a quelques contre-vérités là sur lesquelles il faut quand même signaler que vous entêtez à dire des choses qui sont totalement fausses. Alors, attendez. Non, il y a quand même, pardon, juste c'est vrai qu'un jeune arbre, on le voit hein, sur les serres d'accroissement des arbres, il croît plus vite quand il est jeune que quand il est vieux. Par contre, effectivement, il y a la croissance secondaire aussi qui continue sur des vieux arbres. Il y a aussi tout ce compartiment sol, dont le réseau racinaire, qu'on n'étudie pas beaucoup sur le carbone. Il y a aussi tout le compartiment bois mort. Sur une forêt à dynamique naturelle, il y a beaucoup plus de bois mort qui stocke durablement le carbone, qui finit dans le sol. Et une vieille forêt, clairement, a un stock énorme de carbone dans son sol. Et donc, mais effectivement, les jeunes arbres croissent plus vite et stockent ils répondent à un compartiment de stockage de carbone. C'est ça. Il y a un stockage de carbone plus fort dans les jeunes arbres. Une fois que la forêt est mature, elle est plus vieille, le stockage se continue, mais c'est lié à la vitesse de croissance des arbres. Et chacun, la vitesse de croissance des arbres, c'est souvent une asymptote, elle est plus ou moins prononcée. L'exemple qu'il donne, c'est est-ce que vous pensez que chez l'homme, la croissance s'arrête après l'adolescence? Non, mais il faut réfléchir en accroissement, en plus du stock et en stock établi. Et une jeune forêt a beaucoup moins de stock établi. C'est une étude anglaise, je vous donne la référence, elle est publiée dans Science et Vie et publiée dans la revue Nature, qui est une revue, je pense, qui est de haut niveau scientifique. Mais complètement, mais on est-ce qu'on peut dire... Non, on va laisser tomber, après vous gardez votre point de vue et moi le mien. Est-ce qu'on peut dire qu'à Dordogne, il y a le plus grand massif feuillu d'Aquitaine? Oui. Bien. Est-ce qu'on a intérêt à le conserver? Bien sûr. Est-ce qu'il est plus résilient aux incendies que les plantations résineuses? Alors, pas forcément. Est-ce que les peuplements naturels... Alors, attendez. Là, avec les grands incendies qu'ont subi les régions, la Gironde, la Nord-Dordogne aussi, on a ressorti les enquêtes qui avaient été préfaites après, les études scientifiques qui ont été faites après en 92, après les grands incendies des forêts de Provence. Le pain maritime fait partie des essences les plus combustibles, il n'y a pas de problème. Ceci dit, en question d'inflammabilité, il est moins inflammable que le pain d'Alep, ça reste un résineux, que le chêne pubescent et que le chêne vert. Et que le chêne vert, mais on n'en a pas beaucoup dans le coin. Mais après, chez nous, on a du chêne tausin. Et si vous êtes baladé sur la Double, dans les zones qu'on cramait, le chêne tausin et le chêne pédonculé ont cramé comme le pain maritime. Je suis d'accord avec vous, parce que je suis d'accord. Écoutez, la personne du Seine, qui était aux assises départementales à forêt, a dit, oui non mais écoutez, c'est comme ça, a dit. Il y a du monde qui veut parler. Ouais, mais ce que je dis, c'est pas des conneries. Mais non, mais en plus, vous me tendez la perche et je voudrais répondre. Mais le gars du Seine a dit, j'arrive de la forêt des morts, où il y a un consensus général sur le fait qu'il ne faut pas replanter, qu'il faut laisser les forêts naturelles se régénérer, c'est le meilleur moyen de lutter contre les incendies. C'est le gars du Seine qui l'a dit aux assises départementales à la forêt. Aux mêmes assises de la forêt, le gars qui est de la Syrie, Coste, qui est installé à Belvès, a dit on ne peut plus acheter du bois d'œuvre devant la hausse des prix du bois pour faire des plaquettes et des pellets. Il a dit ou il n'a pas dit? Il a dit, référé. C'est un marchand de bois.
Ouais, mais il a dit qu'il ne peut plus acheter du bois parce que le bois a doublé. Alors, attention, le prix du oui, mais attendez, le prix du bois en Dordogne est le moins cher de Nouvelle-Aquitaine quand même. Ce qu'il a dit exactement, le gars de chez Coste, c'est que les grumes de peuplier et de Douglas qu'il achetait partaient en granulés parce que les vendeurs touchaient plus de fric à faire partir les grumes en granulés qu'à lui vendre à lui 6 heures. C'est ça qu'il a dit exactement. Moi je veux finir, puis après je ne dis plus rien. Et on arrête là-dessus. Oui, mais c'est important, vous voyez, on parle de la crise énergétique, des granulés de bois. Le département subventionne par le biais de subventions au CUMA l'achat des abatteuses. On était, il y a quelques années, à 3 collèges chauffés à l'hôpital par des plaquettes de bois. En 2023, on va passer à 8 collèges et notre hôpital, et on se dit, est-ce que la ressource est suffisamment est gérée de manière durable, ou alors on continue jusqu'à qu'il n'y en ait plus, quoi. C'est là le risque. Évidemment, c'est moins cher. Moi, je ne suis pas contre le mix énergétique, mais est-ce qu'on gère vraiment la forêt durablement, la forêt privée, quand il y a tant d'intérêts financiers en jeu? Par rapport à ce que... Alors l'Interpro répondrait plus facilement que moi, mais ce sont eux qui seront sur les tables rondes demain. Mais on estime en Dordogne que avec les accroissements dont je vous parlais au début, là, de 2 millions de mètres cubes et par rapport à ce qu'on exploite aujourd'hui, il y a de la place pour exploiter annuellement 75 000 tonnes pour faire du bois énergie. Et attention, quand je dis pour faire du bois énergie, je reste bien sur du bois de mauvaise qualité et pas du bois d'œuvre. Hein. On est bien d'accord. Après, qu'il y ait des petits malins qui fassent des coups de temps en temps, on le voit sur les piles tous les jours, évidemment. Mais c'est pas dans l'intérêt des propriétaires que ça se passe comme ça. Monsieur Justicier, donc j'habitais juste dans la forêt de Jacou, il pleure, et donc dans cette fameuse communauté de communes de la vallée de la Vézère, soi-disant, et le sommet du tourisme. J'ai plein de questions à poser. Est-ce que le CRPF est le seul à conseiller? Parce que de ce cas-là, je ne comprends pas du tout, parce que effectivement, toutes les communes sont rasées. Il n'y en a pas une qui a échappé. Tu en as cité 5, il y en a 20 qui ont échappé aux coupes rases et aux replantations en général. Donc, est-ce que vous êtes les seuls conseillers ou est-ce que Alliance conseille aussi les propriétaires privés? Tout opérateur, il n'y a pas qu'Alliance, il y a même des gestionnaires privés. Je vous ai dit, hein, donc 180 000... vous êtes les seuls purs dans les conseillers. Bah non, on fait des erreurs aussi. Hein. J'ai un collègue qui a planté, mon prédécesseur, il a planté des douglas dans la Bécède. Hein. Oui. On sait ce que ça donne, c'est sa casserole, on lui resserre régulièrement. Moi j'en ferai, les collègues en ont fait, on en fera tous un moment donné. Mais il y a 180 000 propriétaires, et je vous ai dit, il y a 3 techniciens CRPF avec moi, 2 conseillers chambre. On a des GDF, on a un panel de propriétaires, on a 300 propriétaires qu'on suit régulièrement, qui nous demandent régulièrement. Après, quand on sait qu'il y a des secteurs où il y a un petit peu moins d'activité, si on a des ressources financières extérieures et qu'on peut mettre un technicien en plus sur un secteur, on fait une opération coup de poing et on essaye de proposer des diagnostics aux propriétaires. Bon, la vraie question que je voulais poser, c'est par rapport aux incendies. Parce qu'avant qu'on atteigne 5 degrés, de toute façon, nos forêts vont cramer. Moi, ce qui m'inquiète le plus sur ma forêt, c'est plutôt toutes les plantations autour qui sont en train de se faire, qui sont pires que des broussailles, puisque c'est des arbres, pendant 20 ans, ça avait des arbres à touche-touche, avec des branches basses, beaucoup de conifères, et donc ça, à mon avis, ça emmène plus vite le feu et plus loin qu'une forêt comme la mienne, qui a plusieurs essences et dont les arbres sont assez hauts. Mais dans lequel il y a aussi des broussailles et aussi des châtaigniers morts. Mais des deux, je ne suis pas sûr lequel emmène le feu le plus loin. Non, mais on est bien d'accord, hein, les jeunes peuplements sont particulièrement sensibles. Ma question est là, c'est comment vous gérez cette espèce de contradiction. On plante de la forêt, mais on plante surtout quelque chose qui crame plus vite et qui cramera plus vite encore la forêt. Non, on ne plante pas surtout des résineux. Non, je parle de plantation. Oui. Même si ce n'est pas des résineux, les plantations, à mon avis, ça emmène le feu plus loin et plus vite. Ça, c'est comme des broussailles. Je rebondis juste. Ça apparaît dans plusieurs articles scientifiques, effectivement, notamment originaires du Portugal, le fait que les jeunes plantations, où ils ont beaucoup de plantations de pins maritimes et d'eucalyptus, et beaucoup d'incendies. Et où ils expliquent effectivement que la dizaine de premières années d'une plantation est beaucoup plus inflammable que des plantations plus matures et que des peuplements mixtes.
Et juste pour rebondir effectivement sur... en fait, ce qui est intéressant à comprendre, c'est ce qu'on appelle la sensibilité d'une végétation forestière au feu, c'est-à-dire le risque qu'elle propage un feu de forêt. Donc, il faudrait que je lise les références. J'ai lu le rapport du CNPF qui concerne les incendies et qui explique cette inflammabilité du chêne vert. Je ne sais pas comment ont été faits les tests en laboratoire et sur quoi c'est basé, mais il est quand même, il est quand même assez clair dans d'autres références scientifiques que le feuillu brûle moins. Après, c'est un chêne sans pervirant, le chêne vert, mais que le feuillu brûle beaucoup moins que les conifères, enfin que les forêts de feuillus sont moins sensibles au feu que les forêts de conifères. Et par ailleurs, nous, on a fait du terrain au Conservatoire botanique sur les espaces brûlés en Gironde. Et quand même, il est important de rappeler que sur le plateau landais, il y a 20 000 hectares qui sont partis en fumée et qui sont beaucoup liés à des jeunes plantations, du fait que c'était des parcelles successives à la tempête Klaus en 2009, donc avec des arbres encore assez jeunes, sur des très grandes surfaces. Donc même âge, même essence, sur des très grandes surfaces, sur le feu Landiras. Sur le feu Landiras. Landiras Austins. Et sur la Teste, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a effectivement beaucoup plus de mixité. Il y a quand même 6 000 hectares qui sont partis en fumée. Il faut savoir aussi, d'abord sur cette question d'essence, il y a plusieurs parcelles avec du chêne pédonculé très présent en sous-strate des pins, qui ont permis de garder une ambiance forestière plus fraîche et dans lesquelles le feu n'est pas parti en cime. Je ne sais pas si c'est généralisé, on n'a pas fait encore d'études systématiques, mais il y a plusieurs parcelles où clairement la sous-strate de chêne n'est pas partie en feu, n'est pas partie en flamme, n'a pas fait monter le feu dans les cimes des pins. Et c'est aussi intéressant de souligner qu'on était dans un cas de sécheresse depuis plusieurs mois et plusieurs chênes pédonculés étaient secs, mais ils n'ont pas brûlé. Donc il y a eu un point de dessiccation atteint, que ce soit avant le feu ou par la chaleur des flammes, mais c'était assez rare, ou alors quand il était peu présent, que les feuilles de chêne pédonculé, même sèches, brûlent et deviennent noires. Et ça, c'était intéressant comme observation. Pareil sur les hauteurs, l'impact des flammes sur les hauteurs de tronc, les cas de figure que je décrivais avec une sous-strate de chêne pédonculé très présente sous les pins, les flammes, elles montaient à 4-5 mètres sur les troncs des pins. Donc elles pouvaient parfaitement atteindre les chênes. C'est pas juste un feu qui a couru, alors en l'occurrence il a couru au sol, mais il est monté assez haut sur les troncs de pins. Donc bref, le feu c'est quand même assez compliqué de modéliser son comportement, sachant qu'en plus sur la Teste, il y avait peu d'accessibilité par les pompiers, un terrain très accidenté, très meuble en termes de sable. C'était plus difficile d'intervenir pour les pompiers sur la Teste que sur le plateau landais où la desserte est loin d'être parfaite mais meilleure. L'accès à l'eau aussi, et le bâti est un peu moins diffus que sur la Teste. Pour résumer, une plantation, ça crame plus qu'une forêt. Une jeune plantation crame... mais même une jeune régénération brûlera tout autant. On va passer sur une dernière question, si vous le voulez bien. Monsieur tout là-haut. Une réflexion qui ramène à une question à la fin, c'est... Je trouve que... On vous entend pas. Allô, un petit peu plus fort. Si c'est bon, plus près. Non, c'est bon. Je trouve que ce type de débat met en lumière une chose incroyable, c'est que j'ai l'impression que l'homme a très bien réussi à utiliser son environnement, mais extrêmement mauvais pour s'y adapter. Sauf en effet notre capacité à nous adapter à notre environnement au profit du capital. Notre réflexion est purement économique, et avec je trouve une réflexion de pérennisation de la vie dans toute sa diversité, et que la lutte pour préserver soit plus difficile que celle pour exploiter en est un révélateur. Et ma question est, est-ce que je me trompe dans cette réflexion? Il y a quand même beaucoup de gens qui travaillent sur la biodiversité en forêt et qu'il faut encourager. Il y a des labels qui sont intéressants, comme le label FSC, par exemple, plus intéressant, beaucoup plus, de mon point de vue, que le label PEFC. Mais il y a quand même des choses... Voilà. Bon, mais il y a des choses qui sont faites, il y a des gens qui réfléchissent à combiner la biodiversité et l'économie. Et le tourisme, et c'est fondamental de poursuivre ces réflexions et d'échanger entre différents acteurs. Et le point où on en est aujourd'hui, on a beaucoup moins réfléchi à ça avant. C'était beaucoup avant exploitation et maintenant c'est réflexion. En tout cas, il ne faut pas que ça décourage ce genre de... Excusez-moi, moi c'est pour faire écho à ce que dit le monsieur au-dessus. C'est vrai que je vous écoute aussi et que je trouve que vous avez une façon de parler qui me heurte un peu parce que uniquement gestionnaire, tourisme, biodiversité. Je repense à ces vers de Chrétien de Troyes dans le personnage, c'est le fils de la dame veuve entra dans la gaste forêt. En
vieux français, c'est la gaste forêt, la forêt désert. Et à vous entendre, j'ai un peu la nostalgie de cette forêt désert, parce que vous parlez bien en mode gestion, mais en fait, on est arrivé à un point de bascule où on ne maîtrise plus rien. Et moi, la seule idée qui me donne un peu, qui m'enchante, c'est l'idée de Francis Allais de laisser croître une forêt primaire, quoi. De plus y mettre la main, quoi. On a une main si belle. Mais vous parlez, mais c'est un peu, je me dis, on va pas s'en sortir. On va pas s'en sortir si on reste dans ce mode, comment dirais-je, ce mode uniquement gestionnaire de penser la forêt en termes finalement économiques, en termes finalement uniquement économiques. Et j'ai envie, je repense à ces vers de Chrétien de Troyes et j'ai envie d'une gaste forêt à nouveau. Moi, je vais bien répondre parce que je pense que tout forestier rêve de cette forêt-là. Nous, gestionnaires forestiers, notre mission, en fait, je pense l'avoir dit tout à l'heure, je vais le redire, il est de fournir du bois, de répondre à une demande. Moi, si on me dit que la forêt, moi, ça me va bien en fait, des réserves biologiques où je ne fais rien. Je suis très très heureux là-dedans. Et j'aimerais avoir beaucoup plus d'hectares où je ne fais absolument rien. Si ce n'est de... Ma question va rejoindre promenade. Un peu la demande. C'est là où il faut de la régulation, parce que la demande elle va être très forte. Il faut savoir que le pelé, pendant 3 mois, les stocks étaient à 0. Les gens qui utilisent des bois, des poêles à peler, ils ont attendu 3 mois parce qu'il n'y avait plus de stock. Alors le bois actuellement, il vient surtout des pays de l'Est, et peut-être que quand on aura effectivement, leur forêt aura été hyper exploitée, on exploitera un peu plus les nôtres. Donc ça veut dire que la demande va être énorme. Et en plus, la demande, il faut mettre effectivement des règlements et protéger probablement nos forêts, parce qu'on a beaucoup de bois, mais les plus beaux partent en Chine. C'est les marchés. C'est les marchés. Les constructeurs, la moitié avaient des retards énormes dans la construction, parce qu'ils disaient qu'ils n'avaient pas de bois. Non, on ne peut pas laisser dire une chose comme ça. C'est pas vrai. Voilà. Là, je m'inscris complètement en faux par rapport à ça. Alors, non, peut-être. On va même vous dire, il y a eu une période. On va s'arrêter là-dessus, s'il vous plaît. Même pendant le confinement, il y a eu des chênes qui sont partis dans le nord de la France, effectivement, mais c'est rien par rapport, parce qu'on a une profession des scieurs de chênes qui s'est très bien organisée et qui a très bien limité les exportations, tout simplement parce qu'ils ont vu ce qui s'était passé avec le hêtre à la fin des années 90, début des années 2000, où les Chinois ont effectivement acheté très fort le hêtre, et du jour au lendemain, quand toutes les usines françaises de transformation du hêtre se sont arrêtées, parce qu'elles ne pouvaient plus s'aligner sur la compétition chinoise, les Chinois se sont mis à arrêter d'importer du hêtre, et notamment les communes forestières, puisque ce sont elles qui sont les plus tributaires de cette essence-là, se sont retrouvées avec un capital de hêtre à exploiter qui était mûr, et je ne parle pas de coupe rase, hein, c'est de la forêt de montagne, on est en futaie régulière, avec une ressource et une source de revenus qu'elles n'avaient plus, et il n'y avait plus les transformateurs pour acheter. Donc ils ont été obligés de réinventer tout le système, ils sont passés en régie pour remonter une scierie, pour pouvoir scier leur propre hêtre et valoriser le bois de hêtre qu'on voit maintenant en meubles dans certaines, chez la Camif par exemple. Et quand les Chinois se sont mis sur le chêne en France, alors oui il y a eu des coups, mais quand on les a vus partir comme ça et que les scieurs de chêne ont très vite réagi, et on a sérieusement limité la casse. Donc effectivement, il y a eu des tentatives. En Dordogne, on a été épargné tout simplement parce qu'on est loin des ports. Il y a effectivement 1 ou 2 cas d'exploit de traders, entre guillemets, avec des sous-traitants de Corrèze qui ont fait 2-3 coups sur la Dordogne, mais ça s'est arrêté très vite parce que le monde forestier est petit et l'information circule très vite. Le chêne est protégé, la conservation du chêne est protégée en France. Donc l'ONF et aujourd'hui la forêt privée ont défini un label chêne, donc qui autorise donc à vendre le chêne dans l'Union européenne. Et il faut savoir que les exportations de chêne qui s'est passé en Chine, il y a peut-être eu des abus, mais vraiment c'est très très faible. C'est sur des qualités que les scieurs français ne voulaient pas. Voilà. Nous, moi j'ai eu vendu du chêne à des Chinois parce qu'on n'avait pas d'acheteurs français. Donc le débat des belles qualités qui partent à l'étranger, en Chine, alors c'est epsilon, franchement c'est epsilon.
des belles qualités ressorties. Et on va s'arrêter là-dessus. Je suis désolé, un dernier Juste un mot, exercice. le Non, granulé de là- bois. Si j'insiste, le Allez, granulé 10 de bois, secondes. on ne peut en discuter, mais c'est juste de la spéculation. Il y a eu des surstockages qui ont été faits, qui ont tiré sur les ressources. Et on a un fabricant ici en Dordogne, grâce à ça, qui a dit à ses, quand il a vu arriver les commandes, il a dit à ses clients, je vous livrerai ce stock-là, mais sur le fil, pas tout en début de saison. Il y a eu une très forte commande à la fin de l'été, début de l'automne. Il a dit, je vous livrerai régulièrement, je maintiens le prix, mais je vous livrerai régulièrement au long de l'année, au long de la saison. Mais il n'y a pas eu de surdemande. Il y a eu une surdemande ponctuelle, parce qu'il y a des gens qui ont fait des stocks sur 2-3 ans, sans cohérence. Et on s'arrête là-dessus. Et je vous invite à poursuivre la conversation après si vous le souhaitez. Merci beaucoup à nos intervenants. Merci à vous d'avoir participé. Pour rebondir à ce que disait madame, on parlait de l'association Francis Allais. On va avoir l'occasion d'évoquer ce projet, entre autres, demain lors d'une table ronde. Avec pour thème faire de la forêt un patrimoine commun. On continuera à parler du futur de la forêt. Donc ce sera pour demain après-midi. Et d'ici là, je vous souhaite un bon festival Nature La Chouche. Merci beaucoup. Merci à tous. Juste pour vous prévenir, donc, la salle va être occupée pour toute l'installation de la soirée avec les chanteurs oiseaux. Donc je vais vous demander de bien vouloir...